Salut tout le monde. Donc, c'est ça. La présentation d'aujourd'hui porte comme titre l'articulation théorie-pratique pour la formation initiale en enseignement. La connaissance partagée aujourd'hui provient d'un rapport commun avec deux volets indépendants, donc l'un rédigé par Janelle et l'autre rédigé par moi-même. Les deux volets sont indépendants, mais aussi complémentaires dans la mesure où ils traitent tous les deux de l'articulation théorie-pratique dans la formation initiale en enseignement. À ma connaissance, le rapport devrait être éventuellement disponible. Pour la causerie d'aujourd'hui, nous allons procéder en 4 moments. Tout d'abord, je vais contextualiser brièvement les deux volets à l'étude. Ensuite, Janelle et moi présenterons chacun notre volet du projet de recherche, incluant l'objectif, notre démarche, les résultats et des réflexions. Finalement, il y aura une période de questions et un peu de temps pour des discussions à la fin. Donc, la causerie d'aujourd'hui porte sur l'articulation théorie-pratique en enseignement. Mais qu'est-ce que c'est l'articulation théorie-pratique et pourquoi est-ce que c'est important de s'y attarder dans le cadre d'une réflexion sur la formation initiale en enseignement? Eh bien, quand on parle de l'éducation dans une perspective générale, on peut dire que n'importe qui fait de l'enseignement. Par exemple, lorsqu'un barista nous explique comment faire un bon café, il nous enseigne quelque chose sans être nécessairement un enseignant. Comme l'illustre à merveille la citation de Sean que j'ai montrée à la première diapositive, beaucoup de nos gestes lorsqu'on fait de l'enseignement sont tacites, c'est-à-dire qu'ils sont souvent difficiles à expliquer et on pourrait même dire presque intuitifs ou inconscients. Or, quand on parle de l'éducation dans une perspective de formation, on parle des sciences de l'éducation où on fait de la recherche sur comment bien enseigner. Ça veut dire que dans la profession enseignante, il est attendu que l'enseignante appuie sur de la théorie, donc des balises scientifiques, conceptuelles, empiriques. Donc, elle s'appuie sur de la théorie pour mettre en œuvre sa pratique, donc ses interventions, ses stratégies enseignantes, ses approches. Inversement, on peut dire que la personne enseignante donne du sens à ce qu'elle fait à partir de la théorie. Dit autrement, l'enseignante implante les meilleures pratiques pour répondre aux besoins des élèves qu'elle identifie en temps réel plutôt que tout simplement enseigner par intuition. Évidemment, il y a tout le temps de l'intuition et justement, le but, c'est d'y donner du sens avec la théorie. Et ça, c'est ce qu'on peut nommer l'articulation théorie-pratique. Alors, un but de la formation initiale en enseignement, c'est de développer la capacité des étudiants à articuler la théorie et la pratique afin de les préparer à la salle de classe. Pour ce faire, la méthode classique, c'est le modèle d'alternance, où il y a la classe qui est le lieu de l'enseignement de la théorie et où il y a les stages qui sont le lieu où se fait la pratique. Or, le processus d'apprentissage n'est pas aussi linéaire ou dichotomique. Puis ce modèle peut conduire à l'adoption d'une norme erronée où on imagine apprendre en classe pour se rappeler une fois sur le terrain. Donc, notre projet repose sur le postulat que dans la formation initiale en enseignement, l'articulation théorie-pratique mérite de se faire dans le modèle d'alternance où l'on passe des cours au stage, mais également à un deuxième niveau, c'est-à-dire dans les cours eux-mêmes et dans les stages eux-mêmes. Et à ce niveau-là, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, entre autres ici même à la faculté, et notre projet visait vraiment à poursuivre ou alimenter cette réflexion. Donc, dans le volet A, je me suis intéressé à l'articulation théorie-pratique dans les cours universitaires et dans le volet B, Janelle s'est penchée sur l'articulation théorie-pratique lors des stages. L'objectif du volet A, c'était de recenser et d'écrire des pratiques gagnantes pour favoriser l'articulation théorie-pratique en salle de classe universitaire. Donc, pour répondre à cet objectif, j'ai effectué une recension des écrits en adoptant une posture plutôt flexible, c'est-à-dire que je ne me suis pas donné des critères pour faire une revue systématique.
Et vous avez ici une liste des mots-clés et des bases de données employées pour recenser la littérature. Maintenant, un terme qui est très important à définir dans l'objectif de recherche, c'est le terme pratique gagnante, qui, dans le cadre du volet, veut dire une approche, une méthode, une technique, une stratégie testée et validée de manière empirique et ou conceptuelle. Donc, habituellement, on juge que l'implantation de ce genre de pratique dite gagnante mérite d'être considérée parce qu'il y a des preuves qui expliquent pourquoi, comment et dans quel contexte la pratique a plus de chances, il y a plus de chances finalement que la pratique soit jugée ou l'application de cette pratique soit une réussite. En tout, j'ai ressorti 4 pratiques gagnantes qui sont ici et on va brièvement les explorer. Donc, l'analyse de l'enseignement à l'aide de vidéos consiste à l'analyse individuelle ou en groupe de sa propre pratique et de celle d'autrui par l'entremise de vidéos de situations d'enseignement. Donc, habituellement, en salle de classe universitaire, on va beaucoup utiliser le souvenir pour intégrer l'expérience vécue des étudiantes avec l'enseignement. C'est souvent comme ça qu'on va contextualiser la théorie qui est actuellement à l'étude. Or, sachant que la mémoire peut jouer des tours et à la lumière des avancées technologiques, donc c'est plus facile que jamais de filmer, l'analyse de l'enseignement à l'aide de vidéos est devenue une démarche priorisée pour favoriser, encourager la réflexion sur l'action. Dans la littérature, on trouve différentes techniques pour alimenter la réflexion des étudiants lors de l'analyse d'une situation d'enseignement à l'aide de vidéos. Habituellement, on recommande de procéder en 4 étapes. Donc, tout d'abord, décrire ce qui est observé. Ensuite, interpréter ce qui est décrit à l'aide des balises théoriques et expérientielles. Ensuite, évaluer les décisions d'enseignement en y portant un jugement. Et finalement, utiliser la connaissance acquise lors de l'exercice pour informer l'action. On peut même faire une technique qui s'appelle l'induction théorique, où on va finalement formuler la théorie à partir de ce qui est observé. Et on pourrait presque remplacer ces étapes par des questions. Ce serait quelque chose comme qu'est-ce que la personne fait, pourquoi elle le fait, est-ce que ça fonctionne et quelle est la prochaine étape. Essentiellement, le but de l'analyse de l'enseignement à l'aide de vidéos, c'est de développer une vision professionnelle. Donc, la capacité des étudiants à identifier les reflets de la théorie dans la pratique, et ce, dans un espace collaboratif. Donc, non seulement faire de l'autoréflexion, mais aussi de la réflexion sur l'enseignement avec les autres. La simulation de l'enseignement vise à donner l'occasion aux étudiants d'enseigner, mais également jouer le rôle des élèves dans la salle de classe universitaire. Essentiellement, on va demander à quelqu'un d'aller enseigner. Et comme l'analyse de l'enseignement par vidéo, le but en faisant la simulation de l'enseignement, c'est vraiment de réfléchir à l'action enseignante. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la simulation de l'enseignement, c'est possible de porter un regard constructif sur l'enseignement pendant l'action. De plus, la réflexion inclut non seulement le regard sur l'activité enseignante, mais également une réflexion sur le vécu de l'activité. Donc, non seulement les étudiants vont analyser ce qu'ils observent, mais également analyser ce qu'ils vivent, soit en tant qu'enseignante ou en tant qu'élève. Et les résultats de la littérature montrent que cette structure a comme effet d'encourager l'essai de stratégies d'enseignement perçues comme complexes ou même ambitieuses, et aussi favorise la capacité d'adaptation des étudiants parce qu'on peut faire des commentaires en temps réel, quelque chose qui, lors des stages, se fait vraiment rarement parce qu'habituellement, on veut offrir la rétroaction soit à la fin du cours ou même à la fin de la journée pour ne pas interrompre la journée scolaire. L'examen de l'apprentissage des élèves est une approche similaire à l'analyse de l'enseignement par vidéo, mais plutôt que focaliser son attention sur l'enseignement, on va plutôt
focaliser son attention sur le processus d'apprentissage des élèves. Donc, comme je l'ai mentionné, on peut utiliser la vidéo, ou est-ce que plutôt que mettre la vidéo sur l'enseignant, on va observer les élèves, mais on peut aussi examiner l'apprentissage des élèves à partir des productions et des travaux des élèves qui finalement nous informent sur comment les élèves pensent et comment ils absorbent les consignes. Et ça, par ricochet, ça nous informe aussi sur différentes facettes de l'enseignement, comme par exemple la gestion de la classe, la clarté des consignes ou encore la pertinence de l'activité proposée en fonction de comment les élèves réagissent à cette activité. La dernière pratique, ce sont les robots de téléprésence et ça a été inspiré d'un projet qui se fait déjà ici à la faculté. Donc, les robots de téléprésence sont des robots équipés de caméras sur roues qui permettent aux étudiants en éducation de se déplacer et d'interagir avec des élèves, mais à distance. Donc, cette technologie, évidemment, c'est encore en phase exploratoire, mais ça a été utilisé plus dernièrement en raison de la pandémie. Et comme je l'ai mentionné, il y a un projet qui se fait à la faculté. Dans la littérature, on mentionne que les robots de téléprésence peuvent changer l'expérience dans la formation initiale de deux façons. Tout d'abord, c'est pour l'observation ou plutôt l'analyse de l'enseignement. Parce que les robots offrent un accès synchrone à la salle de classe. Donc, de la salle de classe universitaire, on accède à la salle de classe scolaire. Ce qui est très intéressant pour faire l'analyse de situations enseignantes. Donc, au lieu d'utiliser des vidéos, on le fait en temps réel. Et ce qui est pertinent avec cette technique-là, c'est que les élèves ou les étudiants qui sont en contrôle du robot peuvent changer leur attention de l'enseignante aux élèves. Donc, on va non seulement analyser l'enseignement, mais on peut aussi analyser les comportements des élèves. Et plus que l'observation, donc la deuxième chose qui fait en sorte que les robots changent l'expérience en formation initiale, c'est que c'est un moyen d'aller directement animer dans les salles de classe en éliminant une grosse contrainte qui est habituellement les déplacements. Et ce qui est intéressant, c'est que l'animation peut être enregistrée à des fins d'analyse. Donc, on fait l'animation à partir d'un robot, puis on peut regarder plus tard cette animation-là pour faire de l'analyse de l'enseignement. Donc, à la suite du travail de recension des écrits et de l'exploration des pratiques gagnantes, j'ai regroupé la connaissance produite en quelques brèves réflexions et suggestions. Tout d'abord, pour que la classe universitaire devienne un endroit où l'on articule la théorie à la pratique, il faut que les étudiants adoptent une démarche réflexive et auto-réflexive, tout ça dans le but de développer une vision professionnelle. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on veut que les étudiants réfléchissent de manière individuelle et en groupe à l'action enseignante avant et après celle-ci, par exemple en utilisant des vidéos, mais également à l'action enseignante pendant celle-ci en utilisant, par exemple, la simulation. On veut également qu'ils s'intéressent non seulement à l'action enseignante, mais aussi au comportement des élèves qui, comme je l'ai mentionné, peuvent renfermer de l'information sur l'enseignement. Aussi, quelque chose qui est très important, c'est de toujours tenir compte de la relation bidirectionnelle qui existe entre la théorie et la pratique plutôt que la relation linéaire. On peut définir cette relation de manière vraiment simple comme suit. Les connaissances orientent l'action et l'action met à l'épreuve la théorie acquise. Et finalement, dernière chose, la littérature montre qu'un questionnement explicite du professeur est essentiel pour l'articulation théorie-pratique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inné d'identifier ou de trouver les reflets de la théorie dans la pratique. Donc, à chaque fois qu'on présente une théorie, c'est important d'inviter les étudiants à la contextualiser à partir de la pratique et en posant des questions comme, par exemple, comment cette théorie informe la pratique ou encore comment la pratique renferme cette théorie.
D'ailleurs, quand on regarde le rapport d'évaluation du programme du baccalauréat qui a été réalisé à la faculté, on y indique que les étudiants aimeraient davantage des opportunités en salle de classe universitaire pour faire de l'observation. Et on indique également que les étudiants aimeraient plus d'expériences pratiques dans leurs cours. Maintenant, au niveau des suggestions, il y en a 3. Tout d'abord, la considération des pratiques gagnantes décrites dans le rapport dans la planification des cours universitaires. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Moi, j'ai suivi les cours au bac primaire, donc ça peut donner des idées. Et deuxième recommandation, la mise en œuvre d'activités de réflexion sur les éléments évalués lors des stages. L'idée ici, c'est qu'on veut que lors des stages, les étudiants fassent de l'autoréflexion. Donc, ça serait vraiment important que les éléments auxquels on veut qu'il y ait de l'autoréflexion soient mis en pratique dans la salle de classe où on fait de l'autoréflexion, mais on fait de la réflexion en groupe sur ces éléments-là de l'enseignement. Et finalement, troisième recommandation, les stages pourraient être utilisés comme des occasions de produire des vidéos de situations d'enseignement qui seraient utilisées dans la salle de classe universitaire à des fins pédagogiques et des fins d'articulation théorie-pratique. On pourrait même créer une banque de vidéos accessibles aux étudiants et aux professeurs à ces fins. Et dans le même ordre d'idées, utiliser les stages pour obtenir des productions d'élèves qui pourraient être utilisées de manière ultérieure à des fins d'analyse. Évidemment, il y a quelques petites considérations éthiques, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à considérer. Donc ça, c'est le résumé du volet A. Si vous voulez en savoir plus, posez des questions ou peut-être qu'un jour, vous aurez la chance de lire le rapport. Merci beaucoup de l'écoute. J'aimerais maintenant passer la parole à Janelle. Merci Samuel. Je vais moi aussi partager mon écran. Est-ce que ça marche? Vous voyez mon écran? Oui, merci. Oui, ça marche. Merci. Alors, en ce qui concerne le volet B, mon mandat était plutôt un examen des objectifs de stage et des objectifs de cours. Alors, pour préciser ma démarche, j'ai commencé en faisant beaucoup de lectures sur du cadre conceptuel de la formation initiale, les 2 rapports d'évaluation externe, tous les CPR de tous les cours, c'est-à-dire un examen des objectifs généraux des CPR. J'ai ensuite fait une lecture de tous les plans de cours pour connaître les objectifs spécifiques. Et puis, finalement, les guides des 3 stages, incluant les PDP, les indicateurs de rendement pour chaque objectif de stage. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pu commencer une comparaison des objectifs généraux des cours, selon l'année de formation, bien entendu, avec tous les indicateurs de rendement pour chaque stage. Ceci, ça a permis aussi un examen des critères attendus pour les analyses réflexives, puisque les 3 stages exigent la rédaction d'une analyse réflexive à la fin du stage, c'est-à-dire au courant du stage, mais qui est à remettre à la fin du stage. Tout ceci a mené à une recherche sur l'approche programme qui ne faisait pas nécessairement partie de mon mandat, mais qui était une partie quand même assez importante dans les rapports d'évaluation externe, comme Samuel l'a mentionné tout à l'heure. J'ai décidé de diviser ma présentation en 2 parties essentiellement, puisque la première partie, selon moi, est la plus importante, puis c'est celle qui concerne le premier stage, c'est-à-dire le stage d'exploration en 2e année. Les défis
que j'ai soulevés dans mes lectures ont été générales et puis par la suite bien plus spécifiques. Premièrement, voyons, je ne peux pas dire le mot, l'opéralisation, je le dis encore mal, de l'exploration semblait être un grand défi pour un stage qui porte le titre d'exploration parce qu'il ne semblait pas avoir beaucoup d'indicateurs de rendement à l'égard de cette exploration-là dans un premier stage. Alors, pour opérationnaliser l'exploration, j'ai copié l'objectif général du stage tel qu'il est, qui est explorer les multiples facettes du milieu scolaire. Alors, dans le mode opérationnel, ce serait l'idéal que les personnes étudiantes puissent réaliser cet objectif-là lors d'un premier stage, mais il n'y avait aucun critère de rendement qui faisait en sorte, qui amenait la personne étudiante à réaliser l'objectif. Cependant, chose intéressante, c'est que parallèlement à mon travail, il y a eu tout un remaniement du document du premier stage. Et puis cet objectif-là a été changé, modifié pour mieux refléter un stade exploratoire. Et puis, on peut aujourd'hui lire, maintenant, je ne suis pas certaine si c'est une version finale, mais dans le travail en cours, on avait déjà modifié l'objectif de l'exploration à ce qui suit, répertorier les services offerts dans votre école, identifier 4 autres services offerts à l'école, rencontrer les gens qui offrent ces différents services, se familiariser avec les services, ainsi de suite, qui répondait bien plus à l'objectif de l'exploration. Par la suite, puis c'est ceci le travail qui a été fait de façon plus détaillée, les critères d'évaluation du PDP et les objectifs des cours que les personnes étudiantes avaient finis à la fin de la deuxième année méritaient une certaine attention. Alors, ce que j'ai découvert, en gros, c'est que l'arrimage théorie-pratique était plutôt freiné par l'ordre des cours dans la formation initiale, puis les attentes dans le premier stage d'intégration. Je vais vous donner un exemple bien plus précis. Un petit rappel des cours obligatoires dans la formation initiale à la fin de la deuxième année de formation. Donc, pensée critique au secondaire ou initiation aux études en éducation, psychopédagogie de l'enfant ou de l'adolescent, le français en enseignement, l'apprentissage et enseignement, communication interpersonnelle, animation de groupe et puis inclusion scolaire. À l'heure actuelle, c'est ce qui figure dans les feuilles de route. Comme exemple, dans le PDP des stages, c'est-à-dire le profil de développement personnel, chaque personne étudiante doit rencontrer des critères d'évaluation qui sont en voie de réussite, en cours de réussite plutôt, ou qui sont déjà atteints. Alors, les indicateurs dans le PDP qui sont en gras sont jugés incontournables pour la réussite du stage, selon les guides de stage. Et puis, on retrouvait des critères en gras qui semblaient, selon les objectifs des cours, être plus liés à des cours que les personnes étudiantes n'avaient pas encore fait, c'est-à-dire des cours de la 3e ou même de la 4e année, des cours en gestion de classe, en motivation, en planification, en évaluation. Je sais aussi que le critère, comme je mentionnais tout à l'heure, récemment a été modifié, puis il est devenu, là, il va falloir que je change mon curseur de place.
un objectif bien plus précis au cours que les personnes étudiantes ont déjà fait. Alors, raconter l'expérience en enseignement vécu en décrivant comment l'enseignement est axé sur des facteurs favorisant le succès des apprentissages des élèves. Puis là, on fait des liens concrets, un peu comme Samuel l'a mentionné dans la fin de sa présentation, c'est-à-dire qu'on aide la personne étudiante à faire ces liens-là. Quels moyens avez-vous utilisés pour favoriser l'apprentissage? Et puis, en quoi ceci illustre-t-il une certaine cohérence entre des aspects soulignés dans les cours de psychopédagogie et apprentissage et enseignement? Donc, on guide beaucoup plus les personnes étudiantes à faire ces liens-là entre la théorie et la pratique. Puis, ce qui est intéressant pour le profil de développement personnel pendant le stage, c'est que les personnes étudiantes connaissent ces indicateurs-là au début du stage et doivent remplir le PDP à 2 différentes reprises. Donc, ce sont des pistes de réflexion que les personnes étudiantes reçoivent avant l'évaluation finale, si vous voulez, et même parallèlement à la rédaction de leur réflexion. Un autre exemple pour illustrer des petites incohérences qui ont déjà été changées, les personnes étudiantes ont fait les cours de communication interpersonnelle, animation de groupe avant le stage de première année, mais il n'y avait aucun indicateur en gras. Alors, aucun de ces indicateurs-là était jugé comme étant incontournable pour la réussite du stage, alors que les personnes étudiantes possèdent déjà la théorie et l'expérience pratique pour certains de ces cours-là, puisqu'ils ont déjà terminé les cours. Le nouveau critère dans le travail qui a été fait parallèlement à cette analyse ici ressemble à ceci maintenant. Décrivez des techniques de communication mises en œuvre par vous-même et ou votre personne enseignante associée pour favoriser un milieu propice à l'apprentissage et à l'enseignement. Alors là, on voit encore une fois une incitation qui est même directe ou un accompagnement plus direct pour aider la personne étudiante à faire ces liens-là ou à faire plus de liens entre la théorie et sa pratique de stage. Donc, la réflexion que c'est sûr que je vous donne des bribes de l'analyse, mais comme réflexion globale, à la fin du premier stage, la question qui m'est restée, c'est si une journée d'intégration pourrait être bénéfique, même à la fin d'un stage, d'un premier stage, pour assurer ce fil conducteur-là, pour mettre des choses en place. Je vous donne un autre exemple. Lors de la rédaction de l'analyse réflexive, aider les personnes étudiantes à voir les liens ou à favoriser cet arrimage-là avec les personnes étudiantes. Samuel a beaucoup parlé de pratique réflexive. Je dirais aussi dans mes recherches que l'Université de Sherbrooke avance que les pratiques réflexives ne sont pas innées. Il faut encore accompagner les gens afin de rendre les pratiques réflexives encore plus profondes et pour favoriser un apprentissage qui est plus durable, finalement. La conclusion à la fin de cette analyse-là du premier stage, pour moi, a été que le service des stages a déjà fait un travail immense au contenu du PDP cette année, aux indicateurs de rendement, en fonction des cours de la première et la deuxième année de la formation initiale. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Malheureusement, je n'avais pas ces connaissances-là lors de la rédaction du rapport, mais je pense que c'est une mise à jour importante à faire pour que vous soyez au courant. Les 2 autres stages, il y a beaucoup plus de cohérence entre les objectifs des cours et les objectifs des stages, puisque les personnes étudiantes ont fait les cours, ils ont fini les cours, ils possèdent la théorie. Alors, il s'agirait peut-être
d'aider ces personnes-là à faire le pont en incorporant des pratiques comme Samuel le suggérait, des pratiques réflexives, des pratiques d'analyse, beaucoup plus peut-être de concret pour les aider à faire des apprentissages justement plus durables. En ce qui concerne le stage de troisième année, le dernier stage, les suggestions que j'ai pu proposer ont été du même ordre que celui du premier stage, c'est-à-dire le premier en tout cas, c'est les journées d'intégration selon ce que j'ai lu, selon ce que j'ai vu, ne seront jamais suffisantes. C'est sûr qu'on parle d'une question de logistique importante et puis peut-être de main-d'œuvre importante aussi, mais de là à avoir une rencontre individuelle à la fin d'un stage qui est déjà très bien, j'ai l'impression que si on veut pousser la réflexion davantage, puis amener les personnes à intégrer et à réfléchir sur leur pratique d'enseignement, il faut davantage des journées d'intégration. Tout ceci m'a ramené à l'évaluation externe, puis c'est la fin de ma présentation pour vous aujourd'hui. Avec cette réflexion ici, est-ce que l'adoption de caractéristiques d'une approche programme, j'ai précisé lors des journées d'intégration, mais on s'entend qu'une approche programme est plutôt facultaire. Ce n'est pas seulement en ciblant des journées d'intégration qu'on peut réaliser une approche programme. Est-ce que ça favoriserait l'arrimage de la théorie et de la pratique? Ça a comme propulsé une deuxième recherche pour moi et puis que je vous avouerai que je n'ai pas terminé juste par intérêt personnel. Je continuais ce matin à faire des lectures très intéressantes au sujet de l'intégration de l'approche programme dans un programme de formation initiale. L'Université de Sherbrooke explique l'approche programme comme ayant 5 étapes. C'est une explication très en grande ligne, si vous voulez. Alors d'abord, on parle d'un alignement curriculaire où est-ce qu'on assure une cohérence entre toutes les composantes du programme. Un travail en collégialité où est-ce que les gens, les professionnels, les experts des diverses disciplines travaillent en collaboration. Et puis, j'ajouterais à cela que l'Université Laval a publié un document assez intéressant à l'égard de l'approche programme. Et puis, il souligne comme facteur de réussite que la communication, puis toutes les compétences relatives au savoir-être sont intégrales pour la réussite du travail en collaboration. Le numéro 3, la responsabilité partagée. Alors, on parle d'un travail qui est solidaire entre experts de diverses disciplines plutôt que partagé et individuel. La collaboration vers une vision commune des fondements, du cheminement et des activités pédagogiques. Puis finalement, l'amélioration continue à tous les niveaux, tant à l'égard des membres du corps professoral que de l'administration. Pour sa part, l'Université Laval, je parle encore de Laval, dans les avantages de l'approche programme, on parle d'une meilleure cohérence entre les activités liées dans un programme, puis une plus grande efficacité des activités, une amélioration continue dans la qualité des programmes, une relation renforcée dans les objectifs du programme, ainsi que la pratique professionnelle et la recherche, une vision commune d'un programme par une concertation soutenue entre les enseignants, une meilleure intégration des apprentissages par les étudiants. Conclusion pour le... Oh, j'ai ajouté quelque chose ce matin. Il y a eu un colloque international de l'AIPU, l'Association internationale de pédagogie universitaire,
qui a ajouté que l'approche programme assure une plus grande cohérence dans l'organisation des cours en proposant des stages en alternance, ce qui se fait déjà à la faculté, facilite le transfert des connaissances dans la pratique. C'est l'objectif ultime, je pense, d'une approche par programme, ou d'une approche programme, pardon, puis permet de remédier à la fragmentation de la formation. Un point que j'ai trouvé assez intéressant si on parle d'uniformiser, ou pas nécessairement uniformiser, mais de faire une place aux personnes étudiantes pour un meilleur arrimage de la théorie et de la pratique. Donc, comme réflexion finale, j'ai proposé des activités liées à une approche programme parce que même si c'est peut-être là une vision pour la faculté, ce n'est pas une approche intégrée à la faculté encore, mais des activités, avoir peut-être une vision d'une perspective approche programme pour faire place à l'intégration des liens entre la théorie et de la pratique. On met l'accent sur mobiliser le savoir-faire dans la pratique, puis le savoir-faire, bien évidemment, c'est une combinaison des compétences et des connaissances théoriques et des compétences pratiques. Et puis, favoriser la collaboration puis la mise en œuvre d'une vision commune. On pourrait aussi avoir une collaboration des différentes personnes expertes de la faculté des disciplines afin de peut-être plus appuyer les personnes étudiantes dans leur expérience pratique par l'entremise de journées d'intégration. Puis ce travail collaboratif-là ne ferait que éliminer les redondances dans la formation initiale. Évidemment, il faut se parler pour pouvoir collaborer, puis en collaborant, mais on peut plus facilement cibler ce qui est redondant ou encore plus facilement cibler ce qui manque, les choses que l'on pourrait améliorer dans la formation initiale. Alors, en gros, puis je dis bien en gros, puisque c'est une petite partie, ce que je vous présente aujourd'hui de l'analyse des objectifs de stage et de cours. Je pense qu'il y a beaucoup de choses déjà qui se fait à la faculté dans un pas vers une approche programme, puis une concertation des efforts, puis une collaboration. Beaucoup de choses très positives et beaucoup de pratiques gagnantes. Alors, c'est ça pour ma partie. Bravo, Janelle.